Alors aujourd'hui, Sébastien, ça fait longtemps d'ailleurs que tu devais venir dans mon émission. Oui, je te remercie. Je t'ai recalé 2 fois de suite. Je suis ravi d'être là aujourd'hui, dans un jour un petit peu particulier. Alors, comme on s'était dit par échange de SMS, je ne suis pas venu les mains vides. Parce que pour te remercier d'être venu, et comme on est un jour particulier, génial, je t'ai apporté... Ah mais je croyais que tu allais dire, alors je suis avec Sébastien Hermine, CGP, et en fait Sébastien, pour ceux qui nous écoutent, m'a apporté un ticket de loto, je trouve ça absolument génial. Merci beaucoup. Un vendredi 13. Ah, t'es trop sympa, ça me touche énormément. Merci beaucoup. Vraiment, je t'en prie, avec plaisir. Alors, hyper sympa. Comme on se connaît pas assez, j'ai mis des numéros au pif, voilà, donc j'espère que... Ouais, le 13 au pif. Bon. Au pif. Non, je pensais que tu allais me dire dans un jour spécial où j'ai gagné au loto. Mais c'est incroyable. Ah, peut-être, j'espère. Bon, alors, je m'engage officiellement, si je gagne, à te donner la moitié. Là, c'est devant tous mes auditeurs. Sébastien Hermine, que j'ai donc le plaisir de recevoir dans Passion Pâte. On va pas se mentir, je t'ai aussi reçu sur BFM dans Trajectoire, l'émission qui met à l'honneur des chefs d'entreprise. Alors, tu n'es pas chef d'entreprise, puisque tu es CGP, mais tu fais partie d'un cabinet, on le verra. Tu m'as répondu quand je t'ai demandé pourquoi tu te lances pas aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, tu bosses chez Arminius Patrimoine, à Rennes. C'est ça ? À Nantes, excuse-moi, mais tu es rennais, absolument. Mais tu m'as dit indépendant, oui, mais pas chef d'entreprise. Pourquoi t'as pas envie de lancer ton cabinet ? On commence direct là-dessus. Oui. Alors le cabinet est lancé, c'est moi qui suis le dirigeant principal. J'ai 3 associés, mais disons que ça n'a pas été forcément pour certains dès la sortie d'études qui montent leur start-up ou ce genre de choses. Moi, c'est vraiment le côté passion patrimoine pour le coup qui a été un peu l'ADN du départ. Et je dirais que l'entrepreneuriat est venu un petit peu avec le temps. Je pense que c'est important de ne pas se lancer trop tôt non plus, parce que la gestion d'une entreprise, c'est un marathon. J'ai eu l'occasion d'être associé dans une autre structure, et c'est vrai que le fait d'être tout seul, c'est plus tout à fait la même chose, parce que on gère tout de A à Z, et dès qu'il y a un problème, entre guillemets, alors on se fait aider par les collaborateurs, bien évidemment. J'ai Sarah et Agathe qui m'aident au quotidien, j'ai mon expert comptable avocat, mais in fine, c'est toi qui a la responsabilité. Et même si j'avais des parents qui étaient agriculteurs, je dirais c'était pas inné, entre guillemets. Alors, on va y revenir sur ton parcours, parce que moi, il y a beaucoup de choses qui m'ont touchée, même si on s'est parlé que très peu, parce que j'essaye maintenant de plus trop préparer les épisodes et de vous avoir vraiment à nu, en quelque sorte. Et du coup, ça me laisse aussi tout le loisir de vous découvrir et d'essayer de faire un petit peu aussi une saison différente. C'est un peu le challenge que je me suis lancé cette année. D'être au même niveau de découverte que vous l'êtes avec le podcast et de vous-même, parce qu'en fait, c'est ça qui me touche, c'est quand vous faites un peu votre psychothérapie, petit clin d'œil à Hugo Benoît, ici, dans mon office, et de vous voir un petit peu comme ça, relater tout votre parcours, et puis à la fin, se dire dans le RER, ou dans le métro, ou dans votre voiture, ou dans votre train, parce que toi, tu rentres sur Nantes. Ah ouais, putain, quand même, c'est chouette ce que j'ai fait. Donc, tu sais, je le fais un peu, moi, quand j'écoute tout ce que j'ai fait en musique. Je sais pas si tu sais, je fais de la musique. Et en fait, il y a des fois, tu vois, je me dis, j'ai plus envie d'en faire, c'est trop nul et tout. Et en fait, quand j'écoute, je me dis, c'est quand même pas mal ce que j'ai fait. Donc, j'espère qu'à la fin de ce numéro, Sébastien, tu vas te dire la même. Ok ? T'as 43 ans. Quel bel âge. On a le même, non ? Ouais, non, mais je veux dire, c'est un âge où tout est possible, non ? En fait, ce qui est intéressant, c'est que, en tout cas, moi qui ai un parcours un peu puriste, ça fait 20 ans que je fais ce métier-là. Ouais, tu l'as employé plusieurs fois, le mot puriste. Oui, parce que c'est assez rare dans notre métier. Certains sont passés par la banque, d'autres par des compagnies d'assurance, etc. Donc, quand on est sorti du Master 2, on était très peu allés en cabinet indépendant. Et en fait, je suis resté depuis 20 ans en cabinet indépendant. Donc, je pense que c'est vraiment la forme de l'exercice du métier. Donc, j'ai assez de recul. Je cite souvent une anecdote quand j'ai les stagiaires. Je dis, moi, quand j'ai commencé ce métier, le statut de CIF n'existait pas. Alors, je passe pas encore pour un dinosaure, mais tu dis, il y a encore 20 ans à peu près à travailler. Donc, ce qui laisse un très bel avenir. On est dans un métier qui est hyper mouvant, ça bouge très vite, alors peut-être des fois un peu trop vite. On a l'intelligence artificielle, pour moi, c'est vraiment l'un des défis. Donc c'est un de mes sacerdoces là, pour l'année 2025. Je veux qu'on s'y mette, parce que l'idée, c'est de nous aider
du mieux possible dans notre quotidien. Je pense que ça nous aidera notamment sur la partie reporting par rapport aux clients, d'essayer d'apporter un maximum de services. Voilà, après, par rapport à ce qui se passe, les actualités sont tellement mouvantes, donc ça, faire de la prédiction, l'exercice est très compliqué. Mais voilà, moi je suis content parce en fait, que... ce que tu dis, c'est que tu as une expérience de 20 ans où tu n'es jamais sorti des cases, où tu n'as jamais fait de vagues. Et en termes de... Bon, tu as un profil, hein, tu m'as le dit, grosse attirance vers le marché. Ouais. On va en discuter. Mais en tout cas, ton truc à toi, c'était vraiment d'être à 100% dans la GP et totalement... tu as employé le mot passion, donc totalement vraiment habité par ça. Moi, ce qui m'a interpellée, c'est que tu m'as confié être issu d'une famille d'agriculteurs. Donc c'est pas antinomique, mais c'est marrant aujourd'hui que tu parles d'IA parce qu'on était sur les métiers de la terre, puis aujourd'hui tu es sur les métiers du cerveau. Je dis pas que l'un n'a pas l'autre et inversement, hein, mais en tout cas je sais pas si tu as encore tes grands-parents ou tes parents, mais en tout cas je sais pas s'ils comprennent ton métier, mais en tout cas ils doivent être contents en fait de voir là où tu en es et ce qu'ils t'ont apporté. Du coup tu peux aussi leur apporter, j'imagine. Moi, ce qui m'a intéressé dans ton parcours, c'est j'ai essayé de comprendre d'où venaient tes premières amours, comme à chaque fois ici avec éducation financière. Et en fait, tu m'as confié que tes grands-parents étaient métayers. D'ailleurs, tu m'as appris plus ou moins ce que c'était. C'est-à-dire qu'ils louaient, ils faisaient de la location-gérance. Hein, oui, ils louaient les terres. Raconte-moi l'histoire. En fait, la famille, elle est issue de Châteaubriand, enfin Rouget pour être précis, à côté de Châteaubriand, donc dans Loire-Atlantique. Donc c'est un peu entre guillemets un retour aux sources. Et en fait, toute la famille a émigré à côté de Rennes. Et ils étaient tous les frères et sœurs dans la famille Hermine, ils étaient 7. Et il y en a 4 qui ont pris des fermes à assigner. Et en fait, ils se sont entraînés. Alors juste parce que l'IA t'en parle et ça me fait penser à une petite anecdote. Mon père, quand il faisait les moissons, il mettait 6 semaines. Et avec des moissons de quoi ? Des moissons de blé ou d'orge, etc. Il mettait 6 semaines, exactement. Et ce qui est drôle, c'est que on parle de gains de productivité parce que l'IA, je pense, ça va être cette source-là. Moi, quand je suis parti, mes parents ont vendu la ferme en 2002. Ce qui était drôle, c'est que il y a une journée, parce qu'il y avait des orages, des intempéries, le métier agricole est très lié aux intempéries. Le matin, il y avait un champ, et le soir, il n'y avait plus rien. On avait moissonné, on avait ramassé la paille, tout en une journée. Et je pense que l'IA, pour faire une petite parenthèse, va être là-dessus, va nous permettre, en tout cas je l'espère, comme la signature électronique nous a déjà beaucoup aidé, nous, en tant qu'indépendants, à gagner du temps. Et en fait, l'histoire, l'agriculture, c'est l'amour de la terre, c'est beaucoup de travail, surtout eux, ils étaient sur des vaches laitières. Donc c'est 365 jours par an, donc moi j'ai traité les vaches, etc. J'ai labouré, etc. Donc non, c'est une... Alors j'ai envie de te demander, puisqu'on parle de terrain, on parle aussi de bâtiments, j'imagine, pourquoi tu t'es plus orienté vers le marché que vers l'IMO ? Alors mon père était matheux, et je suis plutôt matheux, et j'ai eu beaucoup de facilité à faire du calcul mental, et alors je ne sais pas pourquoi c'est arrivé, je crois que papa avait dû boursicoter un peu, faire les privatisations des années 80. D'accord. Je pense que c'est venu, les TF1, etc. de l'époque. Et à 12 ans, tu étais abonné au Journal des Finances. Et voilà, alors j'adorais la politique aussi, parce que je regardais l'Assemblée nationale le mercredi après-midi, et puis j'étais abonné au Journal des Finances, et en fait à mes 16, 17, 18 ans, je passais les ordres de bourse. Alors à l'époque, c'était la bulle Internet. Tu vois, je suis né en 80, donc tu rajoutes 18 ans, tu es à peu près 97, 98, etc. Et donc cette passion, en fait, elle a perduré. Ensuite, j'ai travaillé dans le domaine bancaire à la BPO à l'époque, qui est devenue BPGO. Et voilà, et après c'était entre guillemets parti. Et ça m'a jamais quitté. Je pense que si j'avais été meilleur en anglais, je pense qu'à un moment j'aurais été trader. Ah ouais ? Ouais, je pense, ouais. Pourquoi ? Parce que c'est vraiment... ouais, j'adorais la finance. Est-ce que le style de vie t'aurait plu ? Non, pas forcément. Non, c'est peut-être le côté adrénaline. Ouais. Mais j'imagine que je retrouve, tu vois, c'est ce que j'avais été demandé. Quand tu le retrouves sur les produits structurés. Quand on a des opportunités pour des clients, là j'ai eu le cas il y a pas longtemps,
quand tu as les partenaires dans les structurés qui t'appellent, tiens, j'ai une enveloppe, est-ce que tu veux y aller? Boum, bah, hop, on y va. Voilà. Okay. Et je retrouve ce côté, entre guillemets, un peu adrénaline. Ok. T'as fait 3 boîtes, toutes dans la GP. D'ailleurs, t'as un master que t'as passé à Caen spécialisé dans la GP. Il y a 20 ans, ton master à peu près? Ouais, 2005. Ok. Alors, tu l'as dit, hein, la GP a beaucoup évolué, mais du coup, qu'est-ce qui t'a amené à l'âge de faire tes études supérieures à la GP? Pourquoi t'es pas devenu banquier? Pourquoi t'es pas devenu expert comptable? Enfin, je sais pas. Je veux dire, la notion de GP, tu l'as dit toi-même tout à l'heure et très bien, ça n'existait pas vraiment, c'était pas si clair. D'ailleurs, est-ce qu'aujourd'hui, si tu repassais ton master, t'aurais les mêmes cours? En grande partie, oui. Ouais, Oui. sur les bases, quoi. Assurance vie, IMO. Oui, régimat, succession. Oui, non. Donc, tu veux dire que d'un point de vue juridique, les choses n'ont pas trop évolué? Non. 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 Il y a eu des évolutions, mais pas tant que ça. Ok. Pas tant que ça. Non, c'est plus le côté réglementaire qui a beaucoup évolué. Alors, le métier s'est beaucoup professionnalisé. Alors, je dirais, quand on a fait le master, ça commençait déjà un petit peu à... Il y avait clairement existait depuis déjà un certain nombre d'années. Tu as Dauphine qui existait, Rennes qui existait. Nous, c'est Caen, c'est les Prieurs et Robert Ferrandier qui avaient fondé l'IUP. Et à la base, fondé aussi en partenariat avec des banques. Pourquoi tu dis qu'il s'est beaucoup professionnalisé le métier? Disons que à l'époque, beaucoup étaient issus, comme je te disais, de compagnies d'assurance, certains d'anciens de l'UFF. Voilà, ils ont monté leur cabinet comme ça. Et ils n'avaient pas forcément le diplôme à l'époque. Maintenant, un conseiller en gestion de patrimoine, il a fatalement un Master 2. Alors avec les clauses de grand-père, ou soit en passant beaucoup le REP, certains se sont mis au niveau du Master 2. Mais je dirais maintenant, c'est un impondérable ou un incontournable. Donc, non, et ça c'est, comment dire, ça c'est... donc le niveau globalement a beaucoup monté. Et puis, on est en rapport aussi avec beaucoup de professions, t'en parlais un petit peu, d'experts comptables, d'avocats, notaires. Moi, j'ai repassé une deuxième formation parce que j'ai un biais qui est très personne morale. J'ai beaucoup de clients en personne morale. Et d'ailleurs, la majorité des encours gérés sont plus côté personne morale. Donc, quand tu discutes avec... Tu veux dire particulier? Non, structures sociétaires, donc des SARL, des sociétés holding, ce genre de choses, voire même des structures associatives. Non, mais tu veux dire versus particulier. Exactement, oui, pardon. B2C, B2B, quoi. Exactement. Okay. Et donc, voilà, j'ai mis cette seconde, je dirais, corde à mon arc. Donc ça, j'ai passé Qu'est-ce qui est plus Paris. intéressant d'ailleurs pour toi? Tu as dû commencer sur du B2C et puis progressivement arriver sur du B2B. Et parfois, c'est d'ailleurs le même patron qui est aussi l'homme. Oui, donc, oui voilà. Parce que tu as raison, on a les deux. Comme ça. On a les bien deux. Sûr. Oui. Tu connais d'abord par le côté perso. Et je discutais avec Frédéric Solar de Altaroc qui me disait qu'en fait, quand il parlait de private equity, 70-80% des chefs d'entreprise, enfin, pas des chefs d'entreprise, mais en tout cas des particuliers qu'il avait, qui pouvaient aussi avoir une fonction de chef d'entreprise, ne savaient même pas très bien l'expliquer. Donc, est-ce que pour toi, le niveau en tant que B2B chef d'entreprise est encore assez faible sur toutes les thématiques d'investissement, où tu vois quand même qu'on monte en gamme? Côté client? Oui, bien sûr. Pas forcément. Les questions n'ont pas évolué. La maîtrise en fait, des allocations n'a pas évolué. Alors si, fatalement, parce que les crypto-monnaies, je dirais, c'est une nouvelle classe d'actifs qui est apparue depuis quelques années, mais le private equity, on l'a eu par l'ISF PME il y a une dizaine d'années à peu près, voire même une quinzaine d'années. Est-ce qu'il y a une tendance de fond? Un petit peu, mais parce qu'on en parle un petit peu plus. T'as pas trouvé que... après, ça dépend aussi de tes clients. Est-ce que tu es sur la nouvelle génération, les milléniums? Est-ce que tu es sur... Enfin, je sais pas, c'est quoi la typologie de tes clients? Moi, c'est plutôt les seniors, entre guillemets. Ok, bon, c'est peut-être ça aussi, je sais pas. Bien évidemment, ça joue. Et puis, il y a un rapport au temps et à l'argent qui est peut-être un peu différent en fonction de l'âge. Ouais, la prise de risque, quoi. La prise de risque, et puis... pour certains, comme ils me disent, tu sais, Sébastien, on mange 3 fois par jour. Il y a un moment, faire du 7, 8, 10%, c'est bien tes trucs, mais j'ai pas envie, ça m'emmerde. C'est intéressant ce que tu dis. Tu dis que tu as beaucoup un peu de clients qui te disent ça, ou
C'est quoi à peu près Moi, j'ai beaucoup qui ont... Enfin, le cahier des charges n'est pas forcément de faire la meilleure performance possible. Ah ouais. Ouais, je dirais, C'est quoi le cahier il y des a un taux charges, de hein rendement en merde, ou comment dire, temps à passer aussi, parce que plus on a d'argent, plus il faut passer un petit peu de temps à s'en occuper, parce que derrière, il y a le côté financier, mais il y a tout ce qui est juridique, fiscal, donc qui peut être un peu chronophage. Et d'ailleurs, c'est souvent les années de session d'entreprise. Le dirigeant, il croit qu'il... Je ne veux pas dire qu'il va se la couler douce, parce que, mais il y a souvent le SAV de la cession d'entreprise, avec des garanties d'actifs passifs, etc. Et puis, tu as le côté, je dirais, organisation et structuration patrimoniale. Et ça, c'est des processus qui sont assez lourds. Fastidieux, ouais. Ok. Ah ouais. Donc, toi, ce que tu constates, mais dans ta typologie de clients, c'est qu'il y a une balance, en fait. Il y a une balance entre la perf et le côté liberté d'esprit, quoi. Exactement. C'est ça que tu dis. Ouais. Ça, ok. Du coup, avançons un petit peu aussi sur ton parcours. Tu es arrivé dans ta boîte il y a maintenant 2 ans. Oui. Donc, tu es un tout jeune CGP senior. C'est ça qui est drôle. Pourquoi est-ce qu'un mec comme toi, qui avait déjà fait 2 grosses boîtes avant, décide à 40 balais de changer de boîte sans monter pour autant T'étais associé dans la boîte d'avant ? Oui. Okay. Donc en fait, je suis reparti avec mes clients que je gérais depuis une quinzaine d'années. T'avais le droit ? Ah c'était dans les accords qu'on avait avec mon associé de l'époque. Ok. Donc je suis reparti avec les clients que je gérais. Pourquoi t'es parti ? Disons qu'avec Charles, je pense qu'on était un peu au bout de l'histoire. Ça faisait 14 ans qu'on travaillait ensemble. Je pense que lui avait envie d'appuyer peut-être un petit peu plus sur l'accélérateur, de donner sans doute une autre dimension au groupe Colbert. Et c'est vrai que je me disais que dans ma carrière, tu me posais la question et j'ai pas forcément totalement répondu. Moi, j'ai travaillé dans 6 banques sous forme de stage, d'alternance, de job d'été. Et je pense que c'est des structures d'entreprise qui étaient trop importantes pour moi. Et les moins de 10 personnes, ça me va bien. Enfin, aux alentours d'une dizaine de personnes. En fait, ce que tu dis, c'est que ton profil, ça t'a fait peur, quoi. Oui, peut-être, oui. C'est pas faux. Mais j'apprécie ta franchise. Moi aussi, il y a des choses qui me font peur professionnellement, tu vois. Il y a des choses, je dis, non, je sais pas faire ou j'ai pas envie de faire. Du coup, allons plus loin. Donc, t'as pas voulu continuer dans cette espèce de développement, voire même se faire acheter par un primonial, un premium. Enfin, c'est pas ton mindset, quoi. C'est ça que tu dis. Toi, tu préfères être dans quoi ? Dans un groupe à taille humaine, convivial, c'est comment tu vois les choses ? Côté un peu familial. Après, l'avantage, des grands groupes, parce que il y a le fait d'être je dirais moins de 10 personnes, il y a le côté relation très personnalisée, le côté on essaye d'apporter le maximum de services. Je ne dis pas que c'est toujours facile, mais de répondre, d'être le plus accessible pour les clients, le plus réactif aussi. Et je pense que peut-être les développements des grands groupes comme Premium ou Cyrus, il faut qu'ils soient attentifs justement à préserver ce cadre qui est un peu l'âme de notre métier et pas tomber justement peut-être dans les travers un peu bancaires qu'on peut avoir. Tu vois, moi, les clients, ils m'appellent, s'ils ont envie de m'appeler à 19h ou à 19h30, je reste disponible. Bon, je suis pas sûr que leur conseiller en gestion de patrimoine en banque, ce que tu dis, c'est que c'est en train de s'industrialiser, quoi. Un petit peu, voilà. Ouais. Et donc on perd cette... on pourrait perdre cette âme et l'ADN qui fait le charme du métier. Et c'est ça que j'ai pas forcément envie de perdre. Après, d'un autre côté, le fait d'appartenir à un grand groupe va permettre peut-être de proposer un certain nombre de solutions. J'ai sans doute un prisme très financier. L'immobilier est peut-être un petit peu en creux au regard du contexte, mais c'est une question de cycle. Donc peut-être dans 2, 3, 4, 5 ans, il faudra peut-être davantage refaire d'immobilier parce qu'il y aura de l'intérêt de le faire. Et là, le fait par contre d'appartenir à une structure plus importante, je dirais, permet d'avoir toutes les casquettes possibles. Ok. Du coup, tu te sens bien depuis 2 ans là où t'es généraliste. Comment est-ce que t'arrives ? Parce que
Alors vraiment, sans aucune... ne le prends pas mal, hein, ce que je vais te dire. C'est très difficile, parce que c'est même pas à toi que je le dis, c'est très difficile à chaque fois pour vous de vous démarquer, d'avoir une vraie identité singulière, et c'est ce que j'essaye ici de travailler avec vous, un peu comme un coach, si je peux me permettre, parce que vous maîtrisez vos métiers, vous maîtrisez votre quotidien, vous maîtrisez totalement aussi vos clients, parfois votre com, parfois c'est volontaire que vous ne faites pas de com, j'ai pas l'impression que tu en fais beaucoup. Si, j'en fais un peu. Ouais, mais t'es pas sur Insta à faire des vidéos, des trucs comme ça, quoi. Non, sur LinkedIn, là justement, on a entamé un cycle d'articles là, sur la finance durable. On en avait parlé ensemble sur absolument, BFM. ouais. Donc là, je vais faire une réunion là, à Angers le 27 mars sur la thématique de la finance durable, parce que là, c'est un sujet que j'aime beaucoup. Pourquoi ? Parce que ça touche un peu aussi ton passé, ton histoire. Il y a ça. L'agriculture. Bah oui, parce que un des moyens d'avoir des revenus récurrents pour les agriculteurs, c'est mettre des panneaux solaires sur des hangars. Donc il y a un certain nombre de partenaires qui vont voir les agriculteurs, parce que certains ont beaucoup d'espace de stockage. Donc qui dit grand bâtiment, dit possibilité justement de mettre des panneaux solaires. Donc il y a ce côté-là. Et puis il y a un côté un peu géopolitique, de dire voilà, la crise qu'on a eue il y a 2 ans, tout le monde a oublié. Il dit mais peut-être est-ce qu'on aurait fait l'enregistrement il y a 2 ans, parce que vu la consommation électrique qu'on a. Donc tu dis et quand tu commences à creuser le sujet, tu dis l'Europe, on est très dépendant de dictature comme celle de Poutine, et là tu dis il y a un sujet géopolitique, il y a un sujet bien évidemment environnemental, et puis on va avoir c'est des sujets qui sont très capitalistiques. Donc si à un moment nous qui drainons de l'épargne des clients, on peut l'orienter en partie là-dessus, voilà, je trouve que ça fait pas mal de sens. Ok. Donc, continuons justement sur cette fameuse identité, mais d'ailleurs incarner une orientation verte, ou en tout cas une orientation à impact dans ce qu'on propose aux clients, ou savoir y répondre. Parce que malheureusement, j'ai trop détecté au sein des émissions que certains en fait vendent, parce que les clients attendent ça, d'avoir des investissements verts, des allocations RSE, mais que parfois les CGP le vendent un peu, pas en dépit, mais sans savoir véritablement l'issue de ces placements, c'est-à-dire où ça va vraiment, est-ce que concrètement c'est vraiment nickel vert, enfin voilà. Donc ça c'est un truc aussi, je pense que je vais faire un grand talk là-dessus, un grand débat. Je t'inviterai si c'est important pour toi, parce que c'est vrai que j'ai l'impression que vous y allez parce que vous avez des attentes, ou vous y allez par opportunisme parce qu'il faut le faire, tu vois, mais que j'ai eu vraiment 3-4 profils de CGP qui réellement étaient déjà précurseurs, qu'il avait déjà anticipé, qu'il avait déjà proposé, par exemple 1% pour the Planet, je pense à Yael, c'est-à-dire avec Maëlle, avec réellement une conviction et un vrai travail de recherche sur la traçabilité de où vont les fonds, c'est quoi la boîte, est-ce qu'elle plante bien l'arbre au bon endroit, enfin tu vois, voilà. Donc ça c'est un premier point. Dans ce que j'essaie vraiment de déterminer avec toi, Sébastien, c'est qu'est-ce qui ferait aujourd'hui que j'irais bosser avec toi ? C'est quoi ta différence ? Tu vois, et ça, vous avez du mal à répondre autre chose que c'est parce que j'ai un parcours qui justifie, c'est parce que j'ai une approche client globale et à la fois très personnalisée. Enfin voilà. Et ça, c'est un truc, j'aime bien vous faire réfléchir là-dessus. Donc là, tu vois, je te prends un bol pur point. Mais c'est un truc qu'il faut vraiment que vous travailliez. C'est qu'est-ce qui fait que vraiment j'ai une identité forte ? Est-ce que tu as besoin d'elle ou est-ce que tu sais déjà répondre ? Les deux. C'est pas facile. Hein. C'est pas facile. Tu vois, avoir une singularité forte, ça serait aller sur une thématique bien précise. Je pense à Vincent Wins, qui fait que de l'art. Oui. C'est une typologie très précise, tu vois. Évidemment, les cryptos. Évidemment, Mathieu Navarre sur Parev se spécialiser, tu vois. Mais quand vous êtes généraliste, en gros, vous voulez rester généraliste parce que c'est une façon aussi de savoir tout faire. Oui, puis de diversifier. De diversifier, donc le risque aussi de le diluer. Mais moi, ce que j'attends de toi, c'est que tu arrives à t'auto-analyser et me dire,
fort de mes 20 ans, j'ai constaté que ça marchait pas. J'ai constaté que ça, c'était vraiment ce qui m'allait. Tu as parlé tout à l'heure de produits structurés. Et ma force aujourd'hui, c'est de savoir faire ça. Tu vois ce que je veux dire ? Ah, je t'ai dit, t'es sur un divan là, tu vois. Bon, je suis pas m'allonger tout de suite, mais... Ouais, comme tu dis, alors, c'est... je pense qu'on a vocation à être généraliste. Effectivement, alors, je dirais peut-être plus on est sur des tailles de structures modestes, quitte à orienter derrière. Personne ne veut le faire de l'immobilier, parce que l'immobilier, tu as beaucoup de façons d'en faire. Le financier, entre le private equity, les cryptos, etc. Moi, je pense que il y a le côté humain, avant tout. Mais des deux côtés, parce que je pense que si les clients, il faut qu'ils aient envie de travailler avec toi, parce que on est sur quelque chose de très affectif. Ouais. Pour certains, quand tu es chef d'entreprise, tu t'es constitué un patrimoine. Le nombre d'heures que tu as passé, le nombre de nuits blanches, et pour nous, je dirais, c'est très responsabilisant par rapport à ça. Et c'est pour ça que le côté diversification, il est important. Je dirais l'idée, c'est d'être un peu réducteur de risque. Parce que, alors, il peut y avoir certainement des très belles opportunités dans les startups, dans les cryptos ou ce genre de choses, dans le private equity. Mais il y a le risque qui va en face. Et là, le risque, j'aurais tendance à dire, il y a quelque chose de culturel qui nous distingue un peu notamment des anglo-saxons. C'est que le risque, il est beaucoup plus naturel et beaucoup plus inné que chez nous, peut-être en Europe. Et d'ailleurs, on le voit, on a une distorsion, sur la partie, économie. On voit bien là, Trump, en fait, ça va chambouler tout ça. Donc, tu dis qu'on prend moins de risques que les Anglais, quoi, par exemple. Ouais. Mais c'est moins dans notre culture. Ouais. Voilà, c'est comme ça, c'est un état de fait. Donc, et c'est pour ça que l'épargne est peut-être plus orientée vers les assurances vie ou ce genre de choses. Alors, dans un sens, nous, on a un petit peu une solution de facilité, peut-être, c'est d'aller où nos clients demandent. Alors ça, c'est un truc vraiment essentiel ce que tu viens de dire, parce que si tu as écouté mon numéro 100, et je sais que tu l'as écouté, Sébastien, et je te remercie, tu as dû voir ce moment de passage, parce qu'en plus c'est celui que la prod a sélectionné, où je dis il faudrait que les CGP sortent de leur confort IMO, assurance vie. Et en plus je dis ça, mais je me tape sur les mains moi-même, puisque c'est essentiellement là-dedans que j'ai investi. Depuis peu, je suis en train de revoir ma copie. Et t'as carrément raison, quoi. C'est quelque chose d'hyper culturel, mais aussi parce que moi, mon père défunt n'avait pas arrêté de me dire que je pouvais pas aller ailleurs. En même temps, le ailleurs, il y a 15 ans, il n'existait pas vraiment, quoi, tu vois. Donc, je pense qu'il y a quelque chose, en tout cas, de l'ordre de notre génération. Mais même les jeunes, je vois, par exemple, tu vois, moi, ma fille avec qui je parle et tout ça, je suis sûre qu'à un moment donné, quand elle sera plus grande, elle ira déjà, elle me dit déjà qu'elle met de la tirelire pour s'acheter un appart, quoi, tu vois. Ouais. Donc, t'as raison, c'est comme la baguette et le camembert, quoi. Il y a un truc... C'est un impondérable. C'est un impondérable, ouais. Après, alors, pourquoi tu vas, toi, plutôt, pourquoi t'es attiré vers le marché ? Je pense qu'on revient au sujet de départ, c'est la passion. Je pense que c'est des choses que je comprends assez bien. Je dirais les marchés actions, ça existe depuis peut-être 2 siècles. Alors que les cryptos, ça fait une quinzaine d'années que ça existe. Donc, les actions, les obligations, on sait faire. Tu vois, il y a l'or, qui est une classe d'actifs qui pourrait paraître un peu has-been. L'or n'a rien fait pendant des années. Et là, boum. L'année dernière, pour des raisons, et cette année aussi. Alors, pour des raisons géopolitiques, liées à la Chine notamment, et à l'Inde. Mais voilà, donc c'est vrai que notre rôle, c'est vraiment de se tenir au fait de ce qui se passe, qui n'est pas toujours facile parce que ça bouge très vite et qu'on ne maîtrise pas grand-chose. Quand tu fais le bilan des 2, 3, 4 dernières années entre le Covid, l'Ukraine, etc., la motion de censure, la dissolution, c'est, voilà. Donc ça c'est compliqué par contre, parce que et il y a un côté un peu anxiogène qu'on ressent notamment dans le climat actuel. Donc ça c'est pas facile. Après, pour revenir à ta question que j'ai un peu éludée parce que j'ai pas forcément de réponse toute faite. Voilà, donc sur l'identité, j'y penserai. Alors, juste quand même pour la petite anecdote, Armenius, c'est Hermine en latin.
Voilà. Ah ouais. Ouais, parce que quand on a fait le brainstorming familial pour trouver un nom, il y avait beaucoup de choses qui étaient déjà prises. Alors j'aurais voulu faire Hermine Patrimoine, mais comme il y a un cabinet qui est à Vannes, parce que à Vannes c'est le château de l'Hermine, pour la petite histoire. Donc du coup on a laissé tomber. On s'était dit que c'était un peu trop près, voilà. Donc on a fait latin, ça fait un peu chic. Et puis c'est toujours la petite anecdote, c'est que Armenius, avec le A, t'es dans le haut des classements. Donc voilà. C'est référencé direct, quoi. Voilà. Ok, j'ai envie de te dire pourquoi tu vas pas sur une typologie, tu en as peut-être, de clients issus de la terre, des grandes coopératives agricoles, des promoteurs. Est-ce que tu en as dans tes clients ? Eh ben non, effectivement. Non, mais tu vois, j'ai envie de te dire, nativement, tu pourrais aller voir ces mecs-là parce que tu connais leurs contraintes. Tes deux parents étaient agriculteurs, excuse-moi. Donc, je sais pas, moi, c'est marrant. Ah ouais, non, c'est vrai. Alors, je t'avouerai, je me suis jamais posé la question. Alors, ça s'est fait un peu par le fruit du hasard. Après, c'est une question de réseau et de confiance. Tu vois, moi, c'est la règle du tiers. C'est un tiers par des prescripteurs, donc avocats, experts comptables, notaires, un tiers des clients, le bouche à oreille, comme on dit, et un tiers par le réseau personnel. Voilà. Non, mais parce que je veux dire, tu aurais toute la légitimité pour être entendu par cette population, avec en plus ce besoin que je ressens d'être dans l'humain. Et et je parle pas dans le vent parce que t'as voulu me faire la bise quand t'es arrivé, puis je t'ai bing, je t'ai mis un tacle. Il y a du vent là. Mais ouais, parce que ça fait 3 fois que je chope un rhume et tout à force d'être avec vous. Ah mais je suis jamais malade. On est prêt, tu vois, dans les studios. Ouais, mais moi j'ai la clim et tout, donc et le problème c'est dès que je suis malade et comme je suis tout le temps en tournage, c'est très compliqué pour moi. Donc maintenant je me suis dit homme, femme, enfant, vieux, gros, moche, laid, enfin tout ce que tu veux. Enfin tu vois, il y a pas de, je fais pas de, j'essaye de mettre un peu des limites. Mais non, ce que je veux dire, c'est que tu pourrais justement parler à cette population sur des sujets, en plus, j'ai envie de te dire, c'est un peu le moment, sur des sujets d'éducation financière, cette population qui a peut-être du mal à épargner, qui a déjà du mal à vivre tout court. Moi, c'est une piste comme ça. Hein. Oui. Je trouve que votre singularité, c'est aussi passer par vous spécialiser sur une espèce d'investisseur qui vous ressemble, vous tient à cœur. Ça peut être, tu as fait 10 ans de carrière dans le golf, tu deviens spécialisé dans les grands golfeurs, tu fais comme moi de la musique, tu vas sur le profil artistique, parce qu'après tu deviens la référence, tu vois ce que je veux dire ? Oui. Oui, mais je sais pas, j'ai mis des pistes. Ça s'est jamais fait, ça s'est jamais présenté. Enfin, Ouais, j'ai 3 associés, donc qui sont 3 chefs d'entreprise. Tu vois, on n'a jamais, c'est un axe qu'on n'a jamais détecté, tu vois. En fait, ce que je remarque... Et pourtant, d'ailleurs, dans un de mes associés, Serge, ses parents étaient aussi agriculteurs. Ah, tu vois, c'est marrant. Mais voilà, comme on dit, la boucle est un peu bouclée. Ce que je remarque, c'est que dès lors que vous partez de vos provinces, et attention, moi je suis corse, donc je suis pas en train de dire que je suis, tu vois, je vis à Paris depuis toujours, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai un profond attachement à ma région, tu vois. Et dès que vous partez de vos régions, donc Rennes, Nantes, même si un Rennais va dire qu'il n'est pas nantais. Enfin, tu vois, c'est comme historiquement, si tu veux, j'ai le château d'Anne de Bretagne qui est à 200 mètres de chez moi. Magnifique château, en plus, je l'adore, exactement. Je le connais très bien. Non, ce que je veux dire, c'est que dès lors que vous accédez un peu à une ville, enfin, Rennes, c'est très, très citadin, c'est pas le débat, mais je veux dire, à votre microcosme économique avec vos clients, j'ai l'impression parfois que vous avez des œillères, alors pas sur les autres villes où tu peux glaner, je suis sûre que tu as des Parisiens, des Bordelais, oui. Voilà, il n'y a pas de souci, mais on oublie l'aspect territoire. Est-ce que je me trompe ou pas ? Je ressens ça au fur et à mesure. Dans quel sens La territorialité, c'est-à-dire la terre, quoi. On oublie ces familles qui ne sont pas forcément, c'est vrai, avec des enjeux incroyables, des tickets d'entrée incroyables, mais qui ont peut-être une petite épargne qui, au fur et à mesure, ne demande qu'à croître. Je sais pas. Je te parle de ça parce que t'as ce passé-là avec ces parents-là, ces grands-parents-là. Est-ce que l'AGP, c'est que pour l'élite ? Non, je pense que la GP, c'est démocratisé. Alors, c'est vrai que les agriculteurs, déjà, il faut voir qui finance. Donc, c'est souvent quasiment en monopole, Créa École.
Donc le premier réflexe, peut-être que ça a changé un petit peu, mais premier réflexe, quand tu as de l'épargne, c'est comme beaucoup de Français, c'est d'aller voir son banquier. Bon. Et ce qu'ont fait les parents, bien évidemment. Après, tu as aussi des cabinets d'expertise comptable qui sont spécialisés dans le domaine agricole, parce que c'est une compta qui est un peu spécifique, etc. Et qui ont créé leur cellule de gestion de patrimoine. Après, constat aussi, c'est que tu as de moins en moins d'agriculteurs. Ouais. C'est une population qui diminue, j'irais presque de jour en jour. Et le gros du patrimoine, ça reste quand même le patrimoine professionnel. Parce que, effectivement, malheureusement, à part peut-être quelques niches, très peu ont suffisamment... le revenu moyen d'un agriculteur, c'est 800 ou 900 euros. Donc voilà. La capacité d'épargner. Tu vois, moi, mes parents ont mis un peu d'épargne de côté. Je dirais, c'est pas parce qu'ils ont gagné de l'argent, mais parce qu'ils n'en ont pas dépensé. Parce que quand tu travailles 350 jours par an, parce que tu t'arranges avec tes voisins, ton fils, de temps en temps, quand j'étais ado, les remplaçait, parce que les vaches, c'est le matin et le soir, et c'est 365 jours par an, donc c'est un fil à la patte. Donc si tu veux... mais je comprends, mais c'est important, je pense, déjà de faire un petit clin d'œil à tes parents. Ouais. Et de faire un clin d'œil à cette profession, parce qu'en fait, on n'en parle jamais, que ce soit dans Passion Pâte et ailleurs, de cette capacité d'investissement quasiment nulle, voire très, très, très réduite, de certaines populations qui constituent parfois, pourtant, la plupart de notre quotidien en termes de vie. Donc, je trouvais ça important. On a à peu près 5 minutes pour terminer sur... Nouvelle vie, nouveau challenge depuis 2 ans, cher Minus. Comment est-ce qu'on se refait la poire à 40 ans ? Est-ce qu'on laisse tomber de côté ses habitudes, bad ou bonnes, les bonnes et les mauvaises ? Est-ce qu'on repart from scratch en se disant « Tiens, j'ai envie de me lancer sur ce nouveau défi » ? Ou est-ce qu'on se dit « J'ai quand même des acquis sérieux ?» L'AGP, c'est boring, mais c'est pas... il n'y a pas tout acheté. Je te parle en termes de savoir-être, pas forcément de savoir-faire, tu vois. C'était quoi les enjeux, en fait ? Oui. C'est une excellente question, parce que, effectivement, la possibilité aurait pu se dire, j'arrête, entre guillemets, pour faire autre chose. Et ça s'est vite arrêté, parce que je sais pas ce que je ferais autre chose, donc toujours compliqué. Et l'avantage, c'est que et tu l'as aussi, tu t'aimes ton métier, parce qu'on a un peu discuté avant, et je l'ai senti, et moi aussi. Donc à un moment, tu cherches pas midi à 14h. J'ai eu la chance d'avoir capitalisé avec un certain nombre de clients pendant 15 ans. Donc tu connais un morceau de leur vie, ils connaissent aussi par la force des choses un morceau de la tienne. Moi, certains m'ont connu, j'étais célibataire, sans enfant, etc. Et depuis, j'ai mon épouse, tu vois, ça fait 15 ans pile poil qu'on est ensemble, et puis on a 2 enfants, donc voilà. Ton épouse, d'ailleurs, que tu as connue à l'association La Jeune Chambre Économique, c'est ça ? Exact. Dont tu voulais parler, c'est une asso qui s'est créée d'après-guerre, en gros, c'est ça ? Ouais, en France, c'est une association internationale. Alors là, en termes de rencontres, le côté humain, c'est top. Parce que, en fait, c'est 3 choses. C'est une école de la formation, parce que, comme tu l'as dit souvent, nous, on est des métiers... Alors, peut-être un peu pas fun, ou voilà, parce que quand tu parles de droit, de fiscalité, c'est pas les sujets les plus forcément les plus sympas. Par contre, ça te permet d'apprendre tout ce qui est savoir-être en entreprise, ou savoir-faire même, sur la prise de parole en public, sur des conduites de réunion. J'ai jamais fait des meilleures réunions qu'à la Jeune Chambre. Ah ouais. Ah ouais, même, voilà. Tu as des interlocuteurs. Alors, à la Jeune Chambre, tu as un président mondial. Il y en avait un que j'avais rencontré justement quand Charlotte était présidente de la Jeune Chambre de Saint-Brieuc en 2009. C'était un Obama bis, le mec. Et là, un des points qui m'a marqué, c'est que tu as une cérémonie des jeunes entrepreneurs au niveau mondial, les plus... c'est un système de classement. Et j'ai eu l'occasion de rencontrer Malamine Koné, le patron d'Ernest.
il envoie du bois. Tu sors de là, tu montes sur la table. Voilà, et c'est vrai que cette association-là, j'ai fait de très belles rencontres, dont Serge aussi, qui avait participé à cette conférence avec Malamine Koné. Alors malheureusement, la Jeune Chambre, hein, c'est vraiment sur un mouvement très altruiste, et l'idée, c'est de faire des actions pour le bien de la communauté au sens large. Donc par exemple, les rues piétonnes, c'est une initiative Jeune Chambre. Le 17, c'est grâce à la Jeune Chambre, donc qui à un moment a redonné à la société civile des projets associatifs. Okay. Et c'est une très bonne école de formation. Pour la petite anecdote, j'ai animé ce qu'on appelle parce que tu peux être formateur aussi à la Jeune Chambre, formateur international. Et j'ai été au Mali, à Tombouctou. Voilà, où j'ai animé donc une formation qui s'appelle Joutes et débats, et alors, c'était un souvenir extraordinaire parce que j'avais fait est-ce qu'il vaut mieux passer ses vacances en France ou au Mali, et on a été mort de rire. Voilà, on s'est dit bah oui, certains la France c'est bien parce que t'as la neige, fatalement au Mali Tombouctou, quand j'y étais, c'était 45 degrés, hein, donc voilà, et pour y aller, c'est pas la route du désespoir mais celle de l'espoir, et c'est de la piste pendant 600 km, bref. Donc non, c'était une très très belle expérience, voilà, donc c'est un mouvement qui est, je trouve, qui m'a beaucoup construit, j'irais, dans ma première partie de carrière. Merci Sébastien. Bon, on a réussi à la faire, tu vois, cette émission. Merci Karine. Alors j'innove. Allez, je baptise avec toi un nouveau truc dans Passion Pâte. Ah, tu fais la question piège ou la... C'est non pas une question piège, mais c'est la question de qu'est-ce que, là, vraiment à chaud, tu peux te dire de ta prestation, de notre échange. Vraiment, le premier truc qui te vient. Moment sympathique. Moment sympathique, ok. Et qu'est-ce que, avec du recul sur 3/4 d'heure d'émission en 2 secondes, t'as réalisé de toi? T'es dur, hein Ouais, je suis dur. Tu es dur. Ouais, mais il faut que je vous fasse un peu des surprises. T'as le droit de pas répondre, mais ça peut être, en refaisant un peu le parcours que j'ai eu, je me rends compte que voilà, j'ai parlé de ça, donc je rêvais, puis j'ai jamais été. Ou ça peut être, je me rends compte quand même que de mes 3 boîtes, tu vois, c'est un petit point de carrière, quoi. Ouais, alors est-ce que c'est peut-être le côté trop linéaire ou trop sage, peut-être? Ouais, mais là, c'est moi qui t'ai secoué. Oui. Non, mais c'est vrai. Non, mais j'ai retenu, par contre, sur l'identité. Tu vois, comme tu as dit, j'ai une identité qui est forte, familiale, grâce à mes parents, et comment je peux la transposer sur Armenius, et en arrivant peut-être avec autant de force sur Armenius. Ouais, c'est ça. C'est tout le mal que je te souhaite. Sébastien, si on veut te joindre, on te contacte. Sébastien Hermine, E-R-M-I-N-E. Oui, il n'y a pas de H, il s'est perdu en route. Voilà, sur LinkedIn. Évidemment, si on veut aussi aller voir ce que fait Armenius, vous avez votre site, j'imagine. Effectivement, qui est animé par ma tante Charles, belle-sœur, toi, c'est familial. Comme ça, Servane, t'as pas le droit à l'erreur. C'est coucou, non, là. Merci en tout cas d'avoir été avec nous dans Passion Pâte. Si vous avez aimé l'épisode de Sébastien, n'hésitez pas à le liker, à le partager bien sûr, et à vous abonner à Passion Pâte, parce que moi, sans moi, je ne vis pas. Sans moi, et oui, évidemment, sans moi, je ne vis pas, mais sans vous non plus. On peut te souhaiter quoi, Seb, pour 2025 ? De continuer. De continuer. Ouais, avec beaucoup de bienveillance pour les proches, parce que j'ai un de mes proches qui, au niveau santé, c'est un petit peu compliqué en ce moment, donc toute la bienveillance qu'on peut avoir pour ses proches. Bon, on te souhaite plein de courage. J'ai eu plein d'étapes comme ça, je sais ce que c'est. Bon, salut à tous, à mardi, ciao.